Bonjour à tous. Souvent, quand on a des conférences comme ça, les premiers intervenants, c'est un peu protocolaire et ça endort. Ce matin, en 1 heure, j'ai pris plein d'énergie. La ministre vous a dit, je ne fais pas une masterclass, c'était quand même une belle introduction de masterclass. Et merci à tous les deux parce que vous nous avez donné du peps. Et pour démarrer ces 2 jours, je pense que c'est super important. On a 15 minutes ensemble. Je vais vous poser à chacun deux questions en rebond de ce que vous avez présenté. Bruno, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je pense que tu aurais pu nous faire 3 heures, hein. Et encore en mode synthèse. Comme le thème de ces ateliers, c'est aussi l'IA et l'UIGouv, est-ce que tu pourrais nous donner quelques cas concrets où l'IA a été utile dans ta mission pour les Jeux Olympiques? Oui, tout à fait, Jean-Michel. Alors c'est vrai qu'il y a eu une forte accélération de l'IA ces dernières années et que le projet Paris 2024 était au début de cette accélération. J'ai mentionné par exemple les 45 000 volontaires. Faut savoir qu'on a reçu plus de 300 000 candidatures. Et on a développé une IA pour pouvoir analyser toute cette candidature avec l'aide aussi de la neuroscience pour pouvoir, je dirais, faire le meilleur matching, un mauvais anglicisme, entre les profils des candidats volontaires et les différentes missions. Et pour vous donner une idée, en général, dans les comités d'organisation, c'est un projet de 9 mois. On a réussi à le réduire entre 1 et 2 mois. Et puis l'IA a été aussi utilisée nous-mêmes d'un point de vue analyse de la presse. J'ai parlé des journalistes. Tous les jours, on avait une compilation de tout ce qui se passait et ça nous aidait à détecter les signaux faibles. Les premiers jours des Jeux, il y avait un vrai sujet de manque de protéines dans la nourriture au village, donc ça nous a permis de le traiter. Et d'autres sujets un peu plus compliqués. Et puis, même dans le domaine du sport, je prends un exemple, par exemple dans le plongeon, les juges arbitres utilisent l'IA pour vérifier l'alignement parfait du plongeur avec l'entrée dans l'eau. Voilà, donc un certain nombre d'avancées d'IA très liées, je dirais, à la pratique professionnelle, un peu moins l'IA générative. L'IA générative, on l'a plutôt utilisée à la fin du projet pour rédiger nos CV et préparer la suite. Ça, c'est pour la partie on arrête. Mais tu as dit que tu avais commencé en 2018 pour un événement en 2024. L'IA, comme d'autres éléments du numérique, a quand même progressé entre 2018 et 2024. Donc c'était des choses prévues très tôt, où vous avez aussi cette capacité d'adaptation à l'évolution technologique qui en 6 ans n'est pas neutre. Oui, alors ce que j'ai mentionné dans ma présentation, c'est ce fameux 3e pilier, où c'est important, tout en organisant l'événement nominal, d'avoir en place une organisation liée à l'innovation. Et effectivement, ça a été important d'avoir toujours des capteurs sur ce qui se fait. On a consulté pas loin de 200 startups pour voir ce que ces différentes sociétés proposaient. On a fait beaucoup de veille technologique. Et en fait, la grande difficulté, c'est d'arriver à anticiper celles qui peuvent aller à l'échelle. Parce qu'à un moment donné, quand on fait le choix d'une technologie, qu'on fait le choix d'un projet et qu'on ramène l'ensemble dans le domaine olympique, on ramène aussi les exigences du domaine olympique avec une fiabilité extrême. Donc on avait cette capacité à avoir ce triangle d'analyse de l'innovation et qui nous permettait d'anticiper les avancées technologiques. Il faut gérer 55 milliards d'événements en 2 semaines, c'est pas mal. Reda, tu as été très optimiste, et merci, parce qu'on a besoin de ça pour démarrer la matinée. Mais je voudrais mettre en regard ton intervention avec les chiffres que Madame la Ministre a présentés, très honnêtement, qui rappellent qu'il y a moins de 1% des data centers en Afrique, moins d'1% de la recherche sur l'IA en Afrique, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que tu es autant optimiste? Parce que c'est vrai que la carte de démarrage n'est pas aussi parfaite. Merci infiniment. Donc, je suis optimiste parce que de toutes les façons, nous en Afrique, à la fin de la journée, c'est tout le reste. D'accord? Si nous, les Africains, on commence à être pessimistes, on ne va jamais avancer. Donc, l'optimisme, c'est culturel chez nous. On est souriant, on est dynamique. Mais j'ai été optimiste, pour autant, j'ai été réaliste. Et j'ai bien dit qu'à un moment donné, on fait énormément de forums. On fait énormément de discussions. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des pays africains ont une stratégie nationale de l'IA. Mais j'ai dit, OK, cet événement, par exemple, la succession des 3 événements vont être une opportunité de tester qui
exécutent réellement. Parce que le constat, il est quand même compliqué. Alors, partager et rajouter un chiffre corollaire et connexe à ceux qui ont été partagés par Madame la ministre. Donc, l'Afrique, c'est quand même censé être le continent le plus riche en ressources dans le monde. D'accord ? On a la population la plus jeune. Donc, on a dit âge médian 19,7 ans, 42 ans pour l'Europe, un continent vieillissant, 38 ans pour les États-Unis. Donc, on a la population la plus jeune. Et 25% de la population mondiale en termes de démographie. Okay ? Pour autant, tous les pays de l'Afrique réunis, c'est 2,7% de contribution au PIB mondial. C'est quand même alarmant. Donc, 2,7% de contribution au PIB mondial, je parle de toute l'Afrique, hein. Le Royaume inclus, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Tout le monde. Quand tu contribues à hauteur de 2,7% à la richesse mondiale, tu n'as pas voix au chapitre. On peut faire toutes les réunions de la planète qu'on veut, mais de manière concrète, il n'y a personne qui nous écoutera. Tant qu'on reste à 2,7%, on reste des mendiants. Excusez-moi, je suis peut-être direct, mais on peut dire tout ce qu'on veut, on peut nous recevoir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certains pays que je ne citerai pas, on nous reçoit, tous nos présidents sont assis les uns à côté des autres, etc. C'est parce que tout simplement, on ne contribue pas à la richesse. OK ? Donc maintenant, ce que je dis, vous voyez, le point précis, par exemple, les chiffres de 1% de la capacité GPU et 10% des données stockées, il y a un an, c'était les mêmes chiffres. C'était les mêmes chiffres. Madame la ministre, j'ai modéré une discussion qu'il y avait avec le ministre du Congo, le ministre de mon pays, la Côte d'Ivoire, et Madame la ministre, il y a un an. C'était un événement organisé à Rabat par la DGSSI ici. Et ce sont les mêmes chiffres qu'on a cités. Et donc, en un an, ça n'a pas changé. Oui, mais le marché a évolué, mais concrètement, c'est pas, nous, on ne doit pas suivre le train. Comme je disais, l'Afrique ne doit plus rattraper, on doit passer un palier. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et comment on doit le gérer ? Et ce que j'essaye d'expliquer dans la keynote, c'est que justement, Bruno a dit quelque chose d'intéressant, c'est que la date de la CAN, la date des JOJ ou la date des Jeux Olympiques, de toutes les façons, on ne pourra pas les changer. Donc là, pour le coup, il y a un deadline. Il y a un deadline, d'accord ? Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que justement, par une alliance du secteur privé, du secteur public, du monde académique, et avec cet optimisme et cette volonté, à partir du moment où on ne fait pas la politique de l'autruche et qu'on regarde les faits en face des yeux, c'est une opportunité unique de changer ce paradigme-là. Parce que les chiffres qui ont été présentés par Bruno sont parlants, et justement, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'accélérer. Aujourd'hui, que ce soit le monde politique, le secteur public ou le secteur privé, quand il n'y a pas de deadline, on peut toujours se dire qu'on a le temps. D'accord ? Donc il y a les effets d'annonce, et ensuite il y a l'exécution. Là, pour le coup, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on peut justement profiter de ces choses-là pour accélérer. Et ça va aider à la fois le secteur public, mais aussi le secteur privé, et cette interconnexion va pouvoir se réaliser. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant qu'on regarde un petit peu la Coupe du Monde 2030. Hein. Bon, la CAN, c'est demain, c'est même aujourd'hui presque. Ce qui se passe au Sénégal, c'est après-demain. La Coupe du Monde, au moins, c'est dans quelques années, dans 4 ans et demi. De ton expérience, de ton vécu pendant ces 6 années, est-ce que tu aurais 2 erreurs à ne pas commettre et 2 premières choses à faire qui sont importantes et qui te semblent des bons conseils? Je pense qu'on a un auditoire avec plein de gens qui sont peut-être déjà concernés par ce sujet. De ton retour d'expérience, hein. C'est pas de la théorie, c'est en concret. Quand tu regardes ce qui s'est passé pendant 6 ans, tu te dis, ça, si j'avais su avec le recul, ça j'aurais fait différemment. Par contre, ça, on l'a fait, et heureusement qu'on l'a fait. Oui, alors, avec le temps, les erreurs, on les oublie. Si on veut être optimiste. C'est super, on a une équipe d'optimistes, magique. Non, c'est clair, c'est que ce type de projet, il y a une deadline. Donc, il faut en permanence mobiliser les équipes et surtout prendre des décisions pour avancer. Je crois que c'est ça le plus important. C'est peut-être pas la meilleure décision à un instant T, et derrière on reprendra une autre décision pour avancer dans l'autre. Et un chemin d'organisation d'un grand événement, il n'est jamais direct, il n'est jamais linéaire. Et donc pour moi c'est important. Et la pire des choses, ce serait de ne pas prendre de décision. Et c'est compliqué parce que on doit bouger tout
un système qui n'a pas l'habitude de travailler sous la contrainte. Il y a plein de fois où on a raison trop tôt, on va avoir raison trop tard. Ça, c'est important. Je l'ai vécu sur le sujet, par exemple, du cloud souverain. Il a fallu très tard mettre en place des infrastructures hébergées sensibles et privées pour des raisons de souveraineté de données. Ça, effectivement, si j'avais pu le faire plus tôt, ça m'aurait économisé un peu de stress. Voilà. Mais pour moi, c'est important dans ce type de projet, et je le ressouligne, on doit trouver des solutions. Je retiendrai plutôt le retour d'expérience du préfet, et je vais citer le préfet Michel Cadot, qui est en charge de tout ce qui est délégation interministérielle, la coordination de tous les corps d'État en vue de l'organisation des Jeux. Il a dit un projet comme les Jeux Olympiques, ça a mis en place des méthodes et des approches qui ont peut-être temps à mettre en place en France. Ça, c'est important, je retiens ça. Nous, on l'a vécu dans le privé. Il y a effectivement des acteurs privés qui ont mis en place cette méthode. Et donc, grâce à une collaboration entre acteurs privés, acteurs gouvernementaux et citoyens et utilisateurs, on arrive à soulever. Mais tu l'as dit dans ta présentation, mais trop rapidement, il y avait le fameux troisième pilier. Donc, il y a innovation, certes, mais il y a aussi une dimension héritage. C'est-à-dire que même si la structure en elle-même a disparu 2 mois après, l'idée, c'était aussi qu'il reste quelque chose dans le pays, au-delà de l'événement sportif en lui-même. Oui, et je vais rebondir sur ce que l'héritage ne doit pas se traiter après. L'héritage doit se traiter pendant. Parce que quand vous avez une organisation, vous êtes mobilisé pendant 4, 5, 6 ans, et que vous voyez le soir de la finale et que vous commencez à démonter les systèmes, le niveau d'énergie il a tendance un peu à baisser. On vous dit faut revenir parce que vous savez, il y a un super projet qui s'appelle l'héritage. Non, ça ne marche pas. Tous ces projets d'héritage doivent se considérer pendant l'événement. Au titre, moi, de la technologie, par exemple, j'avais fait des forums avec l'ensemble des responsables technologie des fédérations nationales, par exemple, pour les sensibiliser au numérique responsable et pour les former à la partie cybersécurité. Et la partie cybersécurité est clé, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le système d'information de l'organisation, mais à un moment donné, nous, tout ce qui avait le mot France et sport avait un risque d'attaque. C'était aussi les infrastructures. On est sur des scénarios où ce qui peut être IoT, technologie bâtimentaire peut être un risque d'attaque. Ça, c'est important en termes d'héritage, de sensibiliser l'ensemble des acteurs, pas uniquement ceux qui organisent l'événement, à ce type de choses. Et ça, on l'a mis en place très tôt, pendant effectivement les 4 ans de... Anticipation, autre mot clé. Reda, dans ton intervention, et ça va permettre de rebondir aussi sur ce que vient de dire Bruno, tu évoquais l'enjeu de la gouvernance. Véritable enjeu pour l'ensemble de ces projets, et en particulier ceux dont on parle. Alors toujours, si je le projette dans la Coupe du Monde 2030, est-ce que la grande difficulté de cette Coupe du Monde, même en regard des Jeux Olympiques, c'est pas une gouvernance plus compliquée? Puisqu'il y a 3 pays. Il y a le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la FIFA aussi comme intervenant. Quand on parlait des Jeux Olympiques, c'était la France qui discutait avec le CEO. Là, c'est 3 pays qui vont devoir travailler ensemble avec la FIFA. Est-ce que c'est pas un très bon exemple d'un énorme projet où il y aura une grande partie numérique, où la gouvernance, c'est un peu la chose qu'il ne faut surtout pas rater? Oui, certainement. De toutes les façons, évidemment que plus il y a de pays en fait qui sont impliqués, plus la gouvernance va être compliquée à mettre en place. Mais c'est quelque chose, à mon avis, que toutes les autorités essayent de réguler. Il y a pas mal d'initiatives à ce stade-là pour déjà essayer de réguler la gouvernance en Afrique. D'ailleurs, Smart Africa travaille sur de nombreux projets parce que la première idée avant de chercher à générer et à gérer la gouvernance avec des pays à l'extérieur, il faudrait que nous, en Afrique, on réussisse à gérer notre propre gouvernance, d'accord, sur ce type de projet-là. Mais tu vois, sur la question que tu poses et sur laquelle je veux rebondir, parce que c'est quelque chose qui est important au niveau de l'héritage par rapport à ce que Bruno disait, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse extrêmement attention, que ce soit le Maroc, le Sénégal ou les autres pays en Afrique, à ce que l'héritage de la donnée reste en Afrique et reste au Maroc. Parce que, vous savez, dans la guerre qui a lieu actuelle, justement, et où Madame la ministre parlait du leapfrog autour de l'IA et donc de l'héritage, je pense que le plus grand héritage qu'on aura, si on sait le garder, c'est la data qu'on va pouvoir collecter, parce que c'est l'or noir du 21e siècle. C'est l'or noir du 21e siècle. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si aujourd'hui,
99% de nos données sont à l'extérieur, 99% est exécutée à l'extérieur. Ça veut dire que la donnée qui va être collectée et qu'on aura en héritage, en réalité, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Et donc, quelque part, on va déployer énormément d'efforts pour créer justement, et travailler sur cette opportunité-là, mais l'usufruit de ce travail, la donnée collectée qui sert à entraîner les algorithmes, qui sert à entraîner les modèles, etc., pourra être utilisée par d'autres puissances, alors que nous, on essaye de faire ce leapfrog-là. Et donc, j'ai voulu rebondir sur ça parce que c'est quelque chose, typiquement dans les ATDA, il faut qu'on discute de ça. S'il y a ces événements sportifs, c'est l'héritage, au-delà des intangibles de formation, d'interconnexion avec les startups et tout, ce sont les datas qui vont être collectées et on doit s'assurer, que ce soit le secteur privé, le secteur public, etc., au-delà des stratégies, etc., on puisse collecter et exploiter ces datas-là et qu'elles restent propriétaires du continent africain. D'accord ? Et pas uniquement du Royaume du Maroc, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir mutualiser dans l'esprit de la collaboration Sud-Sud qui est prônée par le roi du Maroc, son Excellence Mohamed VI. Je pense que Bruno a une illustration qui va parfaitement dans ton sens. Tout à fait. Alors, au-delà de l'aspect IA, il y a un projet, notre jeu, essayer de faire avec c'est-à-dire qu'on va dire lié à l'événement, à partir et avec les archives de France, on a mis en place des projets très tôt avec des données, je dirais, complémentaires sur le nombre d'heures, le nombre de... Voilà, et effectivement, ça c'est important pour la mémoire, je dirais, du et pour aussi pouvoir... Alors j'ai une dernière question parce que le temps nous est compté et message pour Mohamedou, la prochaine fois qu'on a un panel de cette qualité, il faut 2 fois plus de temps. Et bien justement, ma question à vous deux sera sur le temps. Parce que c'est aussi un autre enjeu clé, on l'a dit, hein, la deadline, elle ne bouge pas trop normalement pour ce genre d'événement. Tu disais que tu avais commencé 6 ans avant, là on est à 4 ans et demi de la Coupe du Monde. Il fait l'accélération à prévoir côté marocain ? Oui, forcément, mais bon, je dirais que la différence, nous on a commencé 6 ans avant, c'est qu'on devait finalement savoir avec qui on allait travailler. Je prends un exemple, on devait choisir le partenaire télécom, le partenaire système d'information, etc. Donc il y a eu une phase stratégique de négociation, voilà. Donc, et après, à partir de 4-5 ans avant, cette fois-là, on est dans la définition des services. J'imagine sur de grands projets comme la Coupe du Monde 2030, les acteurs sont déjà autour de la table. Là, par contre, sur la partie définition des services, c'est maintenant. Et encore une fois, quand je dis définition des services, c'est pas uniquement la livraison de la compétition. Ça va avoir lieu, il y aura des super matchs, voilà. Et c'est la notion de quel est l'impact que vous voulez avoir dans le pays en termes d'héritage, voilà, en termes d'expérience, et ce qui va laisser vraiment la trace de Dakar 2026 et du Maroc 2030 dans la population. Ça doit se prévoir dès maintenant. Quand je vous dis qu'il y a des deadlines, hein, sans la pression temporelle. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup.